Très bien, bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez voir, ceci est l'émission 0. Vous êtes très très peu à la regarder aujourd'hui, mais c'est très bien parce que c'est l'émission 0. Et vous êtes dans l'émission On ne nous a rien demandé, votre émission sur la pub, la seule émission sur la pub en français, sur la publicité, sur le réseau Twitch aujourd'hui en France et sur la chaîne Everyone's, la chaîne sur Twitch. Everyone's, la chaîne, c'est une nouvelle chaîne Twitch qui va vous proposer des émissions que vous n'avez pas l'habitude de voir sur votre réseau social préféré, et et qui est évidemment avec des formats, des personnalités et des gens que vous n'avez pas non plus l'habitude de voir. Donc aujourd'hui, on vous propose un format un peu particulier qui existe depuis combien de temps, David, maintenant On ne nous a rien demandé existe 1 an? Au moins Deux une ans vingtaine peut-être? d'années. Au moins une vingtaine d'années. Au moins une vingtaine d'années. Et je serai accompagné toute cette saison par David et Franck qui vont se présenter tout de suite. Mais qui sont ces gens et pourquoi sont-ils là? Est-ce que David, tu veux commencer? Putain, je pensais qu'on allait commencer par le petit nouveau, moi. Le Oui, petit mais c'est jeune. justement, c'est pour Le pas qu'ils petit soient jeune. intimidés, tu comprends? Euh, Ok, eh ben alors allons-y. Bah, d'abord, ça fait plaisir de vous revoir parce qu'il y a un petit moment qu'on s'était pas vu quand même depuis pas loin d'un an, je pense. Hein. Non, peut-être pas, un peu moins. Moi, je suis David Dargaud. Au niveau de mon parcours, je suis un ancien DIRCOM chez l'annonceur pendant longtemps, pendant une dizaine d'années, quinzaine d'années, et avant et après de l'agence. Aujourd'hui, du conseil en stratégie de marque et un peu de déconnade sur Twitch. Bah, du coup, Franck Valadi, donc le petit nouveau, hein, mais bon, enfin petit, c'est vrai, je suis petit, j'assume, petit gros, voilà. Voilà. Et bah, moi, c'est à la fois un parcours très transverse parce que moitié-moitié entre agence de communication et agence de service digital, les deux étant reliés très très sur le digital depuis son commencement et d'avant les attentats du 11 septembre, hein, qui était une pierre angulaire de la bascule digitale. Et déjà, je veux polémiquer. Moi, je suis pas là pour parler de pub. J'aime pas la pub. On va parler de J'aime pas les gens. communication. Mais si, j'aime la pub. Mais enfin, je l'aimais plus avant, peut-être. Un peu moins maintenant, mais bon, ça va pas faire partie du débat. C'est parfait. Donc, je pense qu'on va avoir de Commence bons fort. débats cette année. Ça commence plutôt bien. Oui, la pub, la com, tous ces sujets qui nous passionnent. Moi, je suis Thierry Bézier, je suis cofondateur de l'agence Everyone. J'ai la chance de travailler dans la com depuis de nombreuses années. Vous pouvez m'appeler Titi ou Bossu, c'est vous qui voyez. Alors, l'idée de cette émission aujourd'hui, on a quelques sujets à vous proposer pendant heure et demie qu'on va passer un petit peu ensemble. Des sujets évidemment qui sont liés à la com et qui sont liés aux différentes choses qui ont pu nous marquer individuellement ou collectivement pendant cette semaine. Alors, et qui a envie de commencer aujourd'hui? Parce qu'on a trois sujets, je vais pas dire plutôt polémiques, mais un peu quand même beaucoup. Qui a envie de se jeter? Est-ce que Franck, le petit nouveau, on va t'appeler le petit nouveau toute l'année, tu, C'est ça, tu ça va être bien. tu l'organises. Tu seras nouveau toute l'année. Ça lui va bien en Faut quand même plus. préciser qu'on se connaît depuis déjà, enfin, tous les trois depuis un certain temps. Ouais, c'est vrai. Effectivement, Il y a un on temps peut C'est certain. vrai. chercher. Mais on se disait qu'on Donc, avait vraiment vous nous besoin d'un excuserez nouveau nos excès de camarade de jeu. familiarité. Mm. On va. Camaraderie. Oui, c'est le Ouais, numéro mais zéro, on a le droit de déborder. l'idée, évidemment, hein, pour ceux qui nous regardent et les prochains, ou ceux qui nous verront peut-être en replay, n'hésitez pas à interagir et nous dire ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Hein, c'est ça le but aussi de faire un live, c'est d'interagir avec vous et pouvoir se rebondir et améliorer. Le sujet, c'était effectivement de rebondir sur ce qu'on peut voir en actualité. Et puis, ce qui est fabuleux avec notre monde, c'est que de l'actualité, il y en a de manière permanente. Moi, ce qui m'a marqué, et puis c'était aussi un petit trait d'union, un petit clin d'œil à David, qui dans sa vie antérieure, n'a pas précisé qu'il avait été directeur de la communication d'Audi. Et donc, je suis tombé cette semaine sur une annonce de communication d'Audi qui lance un podcast. Et sur, du coup, ce qui m'a bien frappé, c'est, je trouve, l'insight. Alors, l'insight, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la problématique utilisateur, on va dire, assez pertinente, qui était: le silence n'a jamais fait autant de bruit. Et effectivement, comment valoriser le passage, en l'occurrence, de leur magnifique gamme e-tron, les avantages de l'électrique étant essentiellement le silence, et comment le valoriser, comment travailler sur le média pour que faire parler du silence, hein, c'est toujours un grand moment. Et donc, ils ont décidé de lancer un podcast
qui va essentiellement être narré par Guillaume Canet, et qui va parler de sa notion du silence, ou la notion des artistes, plutôt du cinéma, hein, parce que c'est la spécialité de Guillaume Canet, dans leur process créatif, et comment le silence, finalement, n'est pas un silence. Hein, pour ceux qui font de la musique savent aussi que c'est plus important des fois que les notes qu'on puisse mettre. Mais donc j'ai trouvé ce pitch finalement très intéressant. Alors c'est peut-être là où derrière, alors je ne sais pas si Thierry pourra en passer un extrait avec le lien, hein, c'est accessible sur les plateformes Spotify, SoundCloud et autres. Le montage devrait s'occuper de tout ça. Voilà, donc au moment où c'est parfait. Là, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vraiment séduit par le principe de départ. Je pars pas sur une publicité télé où je vais être dans le visuel du silence, mais au contraire de travailler sur le silence, c'est du sonore, et de faire un travail sonore et un support sonore, qui plus est en format podcast, qui est très tendance actuellement, très intéressant. Alors c'est là où ça se complique un peu, et c'est là où on peut parler des tensions entre l'idée, la strate, et finalement derrière ce qu'on peut percevoir avec le client et l'agence ou la réalisation, c'est que, je vais le dire, je trouve le résultat raté. Pourquoi ? Parce qu'avec un habillage beaucoup trop publicitaire, tout de suite la marque parle, incarnée par une voix où j'ai cru que c'était plutôt le service client d'Engie. Donc même si c'est une femme, c'est très très bien, mais c'est pas une tonalité familière. Et quand on dans les oreilles, les premiers mots qu'on entend, c'est ce qui va pouvoir nous attirer. Et là, déjà, on met un premier frein avec la marque qui me parle, alors qu'on me vend un Guillaume Canet, et puis qui introduit un Guillaume Canet, qui après, quand il se met à parler, finalement parle des autres. Donc c'est un très bon format d'Inception, parce que finalement, on est dans la voix, qui nous parle d'une voix, qui va nous parler d'autres voix. Tout ça pour un format qui fait 12 minutes. On t'a donné des offres aussi, on t'a parlé du leasing, comment ça se passe Non, ça te parle justement avec une introduction de dire les nouvelles voitures électriques, nous en interne, alors on vend le savoir-faire interne sur comment on a travaillé le son, et donc en fait c'est là où c'est terrible, c'est qu'il te réexplique toute la mécanique qui les a amenés à créer ce podcast avec un format teaser. Et moi je suis utilisateur, et bon, c'est pour ça que je vais parler d'utilisateur, c'est très galvaudé, mais parfois ce qui m'a fait m'écarter un peu de la publicité, c'est qu'on oublie un peu trop. Cible, utilisateur, c'est bien, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc en gros, le support, est-ce que je le réceptionne, est-ce qu'il me parle, est-ce qu'il me crée des émotions? Et là, encore une fois, la stratégie, moi, me parle. Je suis dans la cible, hein, je suis un fanat d'Audi, véhicule électrique, potentiellement, je ne l'ai pas encore, mais j'aimerais bien y aller. Donc, enfin, voilà, je suis peut-être nouveau, mais je ne suis pas le plus jeune, donc potentiellement en capacité de me payer un véhicule électrique, parce que tout le monde ne peut pas se le payer non plus. Donc voilà, donc là je pense bien être dans la cible, ce qui est important, parce que souvent on va peut-être parler de choses où on va apporter nos points de vue, mais on n'est pas les gens concernés. Mais là on est concernés, et du coup, une grande frustration de se dire que... Et dis-moi, la partie Guillaume Canet, elle est comment alors? Est-ce que lui il est bon? Est-ce qu'il te fait voyager? Oui, il est pas mal, il a un ton un peu à la Dussolier, qui vient nous embarquer nous raconte des histoires, justement, beaucoup d'anecdotes avec du Ennio Morricone, avec ce qui peut se passer, mais là encore, enfin, ce qui m'a gêné, c'est les distances. C'est-à-dire que j'aurais envie que Guillaume Canet me parle de Guillaume Canet, enfin, de ce que lui a vécu. Et en fait, il raconte un peu l'histoire d'autres. Du coup, le principe de la voix off, c'est qu'elle m'accompagne dès le début. Or, c'est pas lui qui accompagne dès le début, c'est une voix off d'Audi. Donc, encore une fois, ce côté, la boîte, puis j'ouvre la boîte pour arriver à la boîte, fait que on décroche. Et sur 11 minutes, c'est quand même, on demande un effort, hein, de rester 11 minutes connecté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont arrivés déjà repartis, mais c'est ce qu'on me demande déjà aussi sur le live. Donc voilà, donc je vous invite à l'écouter et puis à faire sur ce podcast. Il y a combien de numéros déjà? Là c'est le lancement, hein. Donc tu as un teaser. Il y en a 4 prévus. Qui fait une trentaine de secondes, et puis d'accessible, il n'y en avait qu'un pour l'instant, mais je ne sais pas s'ils ont... Ils en ont prévu 4. Ouais. Les prochains, et 4. Donc à voir, parce qu'au-delà de nos avis, moi je suis un grand fan des data, et puis finalement, est-ce qu'ils vont avoir un public? Est-ce que le public, ils vont le booster aussi, hein? Parce que moi je me rappelle de grandes campagnes de publicité qui ont eu des records d'audience, mais bon,
quand on connaissait un peu les coulisses, on sait que l'audience était achetée. Donc, bon, Ouais, mais le est-ce cinéma- que. Alors justement, peut-être qu'en parlant de coulisses, moi je voudrais juste un peu réagir à tout ça parce qu'il y a quand même un background qui est intéressant par rapport à comment ils en sont arrivés là. Il y a plusieurs choses qui se croisent en fait dans cette histoire de podcast. La première, alors faut pas oublier que c'est Romance qui a monté ça. Romance, c'est ni plus ni moins qu'un DDB remonté pour Audi pour un appel d'offres quand Fred et Farid a perdu. DDB avait monté une excellente campagne et je pense que sincèrement, sans jeu de mots basique, tordu, ça fait écho à une campagne, silence écho, ça fait écho à une campagne qui avait pas mal marqué les esprits pour la RS4 à l'époque, qui était complètement l'opposé puisque là, elle était complètement basée sur le bruit et notamment sur le bruit du moteur du RS4, qui est quand même, pour ceux qui le connaissent, un truc totalement atypique, surtout à cette époque. Et c'est vrai que cette campagne avait fait beaucoup de bruit, puisque grosso modo, il y avait une espèce d'affiche où il y avait un concert et tous les gens qui étaient en face de la scène tournaient le dos à la scène pour regarder le RS4 qui passait derrière. Et on a fait des choses comme ça intéressantes pour rebondir en fait sur cette notion de bruit. Donc je pense que déjà, c'est intéressant de se dire que d'un point de vue publicitaire, il y a un écho à un positionnement d'Audi qui était beaucoup basé sur nos voitures font des beaux bruits sportifs de 6 ou 10 cylindres. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, alors complètement pas tout à fait, parce que plus ça va et plus on veut à nouveau que l'électrique fasse du bruit, aussi bizarre que ça puisse paraître, notamment pour des raisons de sécurité. Mais voilà, on est dans un truc un peu opposé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que chez Audi, il y a un truc qui s'appelle Audi Talent Awards, que moi je connais bien. C'est un programme de mécénat de la marque qui, au début en tout cas, était très axé sur les arts en général, notamment le cinéma, le court-métrage, le son, la musique, etc. Et c'est dans ce cadre-là, entre autres choses, que Guillaume Canet a été signé comme ambassadeur de marque. Donc Guillaume Canet, il profite d'une flotte de véhicules, notamment dans son quotidien, qui est prêté à la société de prod. En échange, il y a un placement produit dans certains de ces véhicules. Ceux qui ont vu les petits mouchoirs se rappelleront de la scène du Q7 avec le louche qui chante sur l'autoroute, par exemple. Bref, tout ça, ça a été construit dans une logique de programme de mécénat et d'exploitation relationnelle. L'idée étant que, un, on voit des véhicules Audi dans les films notamment, et deux, que les utilisateurs, les consommateurs, les conducteurs d'Audi puissent bénéficier davantage, comme, outre le fait de voir leur bagnole dans des films, ce qui est toujours valorisant, des invitations au cinéma, des avant-premières, des rencontres avec des artistes, etc. etc. Ça a été fait avec Canet, ça a été fait avec d'autres. Je pense à Jean-Paul Rouve, je pense à des gens comme ça, par exemple, Barbara Schulz. Et puis on a eu aussi sur la musique un certain nombre de choses avec Universal Music, et entre autres choses, les C2C par exemple, joli groupe, ça a été un des premiers à gagner les Talent Awards. Il y a de l'argent qui a été mis sur eux, ça leur a permis de faire des choses, etc. etc. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je pense que le podcast de Guy, tel qu'il est monté là, c'est une volonté à un moment donné d'essayer de raccrocher les wagons entre l'actualité de la marque, qui est l'e-tron. Moi, j'ai quitté Audi vraiment aux prémices de l'hybridation des véhicules et des concept cars e-tron. E-tron, c'est la ligne directrice, comme toutes les marques aujourd'hui, tous les constructeurs, c'est l'électrique. Donc, il faut mettre en avant le savoir-faire d'Audi, le savoir-faire technologique. Et cette histoire de silence, c'est aussi la façon de communiquer d'Audi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film sur le feu arrière de la 1, où on avait un 30 secondes qui expliquait pourquoi ce millimètre de LED rouge. Ça, je crois, de mémoire. Exactement. Voilà. C'est la même chose sur le silence. Donc on essaie de raccrocher les wagons entre le savoir-faire technologique, la logique d'Audi Talent Awards, des exploitations des ambassadeurs, parce qu'à un moment donné, c'est bien de les utiliser. C'est vrai que Guillaume, il a une certaine reconnaissance, notoriété, visibilité, donc c'est toujours intéressant. Et de rebondir sur un support qui est un support tendance du moment, qui est le podcast. Mais tu vois, je trouve qu'au niveau du fond, les choses s'enclenchent plutôt pas mal. L'idée est bonne, comme tu disais Franck, stratégiquement, je pense que le pion avancé est plutôt franchement intéressant, même si je trouve que c'est un chouïa en dessous de ce qui aurait pu être fait, le fait d'utiliser que Guillaume, le fait d'utiliser un podcast, le fait d'utiliser des choses comme ça. Podcast silence, ça se parle, ça résonne, mais ça aurait été génial d'avoir un acteur, un musicien, un ingénieur du son,
etc., etc. Bon, bref. Après, là où je te rejoins, c'est sur la forme. Et je pense que sur la forme, on en arrive aux limites de l'exercice souvent de l'agence de com qui a une bonne idée et qui veut la produire et qui veut la traiter. Et je pense que Guillaume, c'est une commande et que si je veux pas être méchant, ça s'entend. En fait, Oui. Guillaume, c'est une voix off. Il lit un texte qu'il a certainement pas rédigé. J'ai travaillé un peu avec Guillaume, donc enfin, voilà, je sais que c'est pas lui qui l'a écrit, parce qu'il est beaucoup dans l'improvisation, parce qu'il est beaucoup dans un système d'écriture, puis c'est pas son métier premier d'écrire pour la pub et tout ça. Et en plus, les contenus, et là je rejoins complètement Franck, hein, les contenus, ils m'emmerdent. Je veux dire, commencer sur un podcast qui fait, je sais plus, combien de minutes, on se tape 5-10 minutes de l'ingénieur du son allemand dans l'usine d'Ingolstadt, etc. Déjà, et puis sincèrement, ça aurait été hyper fort en plus visuellement aussi, presque plus autant enfin moi j'aurais adoré avoir une image avec plein de bruit dans une usine à Ingolstadt, qui est quand même un endroit très bruyant, c'est une industrie automobile, et puis rentrer dans une salle où la porte se ferme et on n'entend plus rien à part l'ingénieur du son. Bref, je trouve que le traitement est pas tip-top, je trouve que l'exploitation de Guillaume, elle est hyper opportuniste, mais que le discours donné par Guillaume, c'est pas le bon. Guillaume, il sait très bien parler de cinéma, il en fait, il aime ça, c'est sa passion. Il aurait pu parler effectivement de ses films, ou même, pourquoi pas, de l'histoire du cinéma. Ça aurait été hyper intéressant, un peu comme un Kassovitz quand il parle d'histoire, d'avoir un Guillaume Canet qui nous raconte l'histoire du cinéma, comment on est passé du silence au parlant, et puis finalement on est revenu à des choses autour du silence. The Artist, les films d'horreur où il faut pas qu'on fasse de bruit, enfin tout cet univers-là. Et puis pour le deuxième podcast, faire parler un musicien, puis pour le troisième, faire parler un autre univers, qui sont des univers dans lesquels aujourd'hui Audi est présent et Audi a des choses à raconter, entre autres son programme de mécénat, même s'il a changé, ils ont réduit en fait le spectre, notamment autour de la musique à l'image et de la sonorité. Il y avait plein de choses à faire et je trouve que là, est-ce que c'est une bonne idée qui finalement n'a pas eu les moyens? J'en sais rien. Est-ce que c'est une bonne idée qui est enfermée? Encore une fois, mon problème principal souvent, c'est que les agences, elles veulent tout faire. Elles veulent concevoir, elles veulent écrire, elles veulent produire, elles veulent communiquer là-dessus. Et il y a des choses, c'est pas leur métier premier, et il y a des gens qui savent mieux le faire parce que c'est leur métier l'entertainment, c'est leur métier l'artistique, et que ça rejoint peut-être un sujet qu'on abordera un peu plus tard, cette espèce de volonté de devenir artiste de certaines agences et d'être présent dans l'artistique, fout un peu en l'air de certaines bonnes idées, je trouve. Je pose une question conne. Moi, je suis client Audi, hein, mais un vrai, hein, pour le coup, sans remise, sans rien. Enfin, je l'ai été jusqu'à très récemment, mais grosso merdo, je suis un peu déçu en tant que client, tu vois, privilégié Audi, etc., de finalement n'avoir reçu aucune communication à ce sujet, pas avoir eu un co-partenariat avec finalement un Amazon qui est super efficient et pertinent sur le sujet des audiobooks, etc. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu un accès finalement plutôt direct au truc? J'ai l'impression que ça a été jeté dans l'espoir que les Non, gens moi je pense qu'il y a deux sujets. Il y a deux choses qui vont se passer à mon avis et tu vas le voir assez vite. La première, c'est que tout ce qui est payant, il n'y aura rien, et tout ce qui est organique, il y aura. Je suis intimement persuadé, c'est déjà le cas sur le tweet, hein. Il y a déjà eu un tweet de différence sur le sujet. Si tu es abonné à la newsletter comme tout bon client prospect, tu auras droit certainement à une petite rubrique. En bas. Je suis pas allé voir sur le site Audi pour être honnête s'il y avait, mais j'imagine qu'il va y avoir, ne serait-ce que dans MyAudi, ce fabuleux site de fidélisation et de prospection. Là où je pense que ça foire un chouille, mais c'est logique et moi, mon explication, c'est celle-là, c'est qu'il y aura certainement pas de paid ou de pub là-dessus. Pourquoi? Parce que e-tron coûte excessivement cher. La communication et la publicité e-tron, c'est principalement du mass média, que ça coûte une blinde, et qu'aujourd'hui, à l'époque où moi j'y étais, il y avait un budget dédié publicitaire à Audi Talents Awards. Donc on achetait de la page de pub dans certains magazines print, on faisait de la radio, on avait même des virgules, des choses avant sur Canal+ avant la météo, certaines émissions. Donc il y avait des budgets qui étaient investis. À partir du moment où moi je suis parti, mais remplaçant, je pense qu'ils ont fait aussi avec la demande de l'Allemagne qui était on est d'abord un constructeur de bagnole par une autre bagnole. Ce qui est dommage, parce que Audi, c'est d'abord un univers avant d'être que de la voiture.
On ne parle pas que de bagnole quand on parle d'Audi. Il y a tout un univers. La preuve, quand ils parlent du silence, ils ne parlent pas que de l'ingénieur. Enfin, ils en parlent beaucoup, un peu trop. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense que les moyens aujourd'hui qui devraient être mis, la petite ligne qui devrait être mise sur les Audi Talents Awards ou sur tout ce qui est culturel, engagement mécénat, etc., type ce genre de contenu qui est d'abord, à mon sens, et là je reçois à 200% Franck, fait pour donner du rêve, donner de l'émotion, de la sensation aux gens qui aiment Audi ou qui regardent Audi avec appétit. Et au final, le contenu, c'est quand même revenu, enfin ça revient quand même beaucoup à la bagnole. Et puis encore une fois, mais moi ce qui me gêne le plus dans ce traitement-là, c'est qu'on parle d'un bénéfice client qui n'appartient pas à Audi. Je veux dire, le silence, vous montez dans n'importe quelle bagnole électrique, même une bagnole à 10 000 balles, elle ne fait pas de bruit. Il y a des bruits de roulement, il y a des bruits de roulement, il y a des bruits de roulement, il y a des bruits, je sais pas quoi, mais globalement, une batterie, quand elle donne de l'énergie, elle fait tourner les roues, il n'y a pas de bruit de motorisation. Donc, le bénéfice client, le silence, contrairement par exemple à l'histoire du millimètre, qui là pour le coup était une technologie déposée sur laquelle il y avait des ingénieurs qui bossaient pour qu'on puisse voir cette lumière quasiment 1 kilomètre, etc. Là, le bénéfice client, il est démontrable et il est argumentable. Donc, voilà, là, je suis un peu... voilà. Pour répondre à ta question et pour conclure là-dessus, après, je laisse la parole à Franck, c'est que moi, je pense qu'ils n'ont pas le pognon. Le pognon, il a été mis sur les voitures. Ils sortent une bagnole quasiment tous les 3 mois. Des bagnoles de volume, comme l'A3 notamment, sur laquelle il a fallu communiquer. Sur les hybrides, parce que c'est quand même vachement important. Hein. On n'est pas totalement dans la voie du full électrique. Donc l'hybridation est vachement importante. Regardez la gamme BMW aujourd'hui. Et puis un peu beaucoup les Litron. Il y a eu beaucoup d'essais sur le SUV là, ces derniers temps. Le coupé arrive, ça sera la même chose. Ça coûte cher et qu'à un moment donné, l'argent, ils le mettent d'abord sur le produit avant de le mettre sur le service. Alors, ça de mettre l'argent sur le produit avant le service, je pense que c'est une logique. Après, je peux pas te laisser dire que qu'il n'y a pas de pognon. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on prend trop à faire des surcouches d'investissement, alors que quand tu pars avec une logique de plutôt répartir tes moyens autrement, tu peux toujours t'en sortir. Ouais, alors je précise ma pensée. Quand je dis il n'y a pas de pognon, ils n'ont pas mis de pognon. Voilà, mais après, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne leur dit, les gars, 90% du budget, il doit partir sur les bagnoles. Oui. Vos Audi Talents Awards, c'est un truc français, vous m'emmerdez, vous le faites pas, quoi. Non, mais ça c'est si tu restais dans une logique de mass market ou de massification de ta com. Après, là, si tu pars sur un support numérique ou un parcours numérique, tu peux tout monitorer, tu peux pousser juste sur des toutes petites bases, ça te coûte rien, et en fonction de sa marche, tu remets de l'argent derrière. Donc, en fait, tu peux ne pas être tout de suite avec les gros sabots, mais enfin, finalement, au final, t'as envie de le sponsoriser, le produit, là? Une fois que tu l'as entre non, mais il y a une différence entre... Moi, il y a une différence entre... Je fais un peu de gratuit parce qu'il existe et que je vais quand même faire un peu de earn avec ça, mais je vois pas... Il y a une différence entre nous, ce qu'on verrait... Il y a nous ce qu'on verrait et il y a la question de Thierry qui est moi je l'ai pas vu, quoi. Je veux dire, si à la limite on l'avait pas lu dans CB News les uns les autres, est-ce qu'on l'aurait vu cette annonce-là? La réalité, pour l'avoir pratiqué, c'est que la communication France, elle fait pas ce qu'elle veut. Moi je me suis beaucoup battu, notamment sur les Talents Awards, et je peux vous garantir que les budgets qui ont été mis sur les Talents Awards, je pense qu'on les reverra sans doute jamais, parce que je me suis beaucoup battu là-dessus, parce que j'avais le soutien d'un patron de marque, de 2 patrons de marque qui y croyaient, et effectivement, tu parlais de résultats. En termes d'image, moi je me souviens qu'à l'époque où j'y étais, les Audi Talents Awards, le programme MyAudi, c'est-à-dire le programme qui permet aujourd'hui de recevoir des invitations, des avantages, etc. quand tu es client Audi, il était cité dans les top 5 de renouvellement auprès des clients qui en bénéficiaient. C'est-à-dire que les mecs, quand ils voulaient racheter une Audi, la raison pour laquelle ils voulaient racheter une Audi, c'était évidemment le design, c'était évidemment le prix, etc. Mais apparaissait le programme de fidélisation. Donc là, ça justifiait les investissements. À l'époque, j'avais une... Ça justifiait les investissements. Aujourd'hui, ce que les Allemands attendent comme résultat et comme KPIs, et moi je le sais parce que j'ai des contacts et j'ai encore beaucoup de choses, que ce soit chez BMW ou que ce soit chez Audi, etc. C'est combien vous vendez de bagnoles, les gars? Combien vous vendez de bagnoles avec vos pubs? Donc au final, aujourd'hui, un outil comme celui-là, qui est un outil, la culture, elle n'a jamais directement... dans les programmes de mécénat vendus, elle vend de l'image avant de vendre directement évidemment un véhicule. On sait qu'aujourd'hui, l'image est un des vecteurs d'achat, malgré tout, de véhicules, mais la mesure aujourd'hui que demandent les Allemands, c'est quoi? C'est
Combien vous avez vendu de bagnoles avec ça? Tu peux pas investir 1,5 million d'euros dans de la production, dans de l'achat d'espace et dans du soutien là-dessus, de la promotion, si derrière tu es incapable, ce qui est le cas, de dire grâce à ça, grâce à Guillaume Canet, grâce à mon podcast, je suis capable de dire voilà ce que j'ai contribué. La DIRCOM aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire moi je contribue à de l'image et que si potentiellement elle fait bien son taf, elle va faire une mesure d'image à la fin du podcast en essayant de savoir si ça a un impact. Franchement, il n'y en aura pas. Pas 4 podcasts qui en plus sont mal formés, qui vont permettre d'avoir un impact image. D'où ces histoires de pouvoir informer correctement le client avec des systèmes de CRM, avec des systèmes de data, ce sera le cas de hook qui permettent justement de se dire tiens, le client qui a écouté le podcast, de toute manière, tous les 2 ans, il change de bagnole, tu vois. Ça aide. On s'en reparle au mois de février, mais au mois de février, tu peux être sûr que dans la newsletter d'Audi, il y aura quelque chose. À peu près certain que sur la homepage, à un moment donné, il y aura un petit truc. Guillaume Canet, c'est quand même un joli produit d'appel, donc je pense qu'il serait bien con de pas le faire. En tout cas, sur l'organique, c'est impossible qu'il le fasse pas. En plus, il y a plusieurs épisodes, donc logiquement, à chaque épisode, j'ose croire qu'ils vont pousser un peu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les outils relationnels, mais ça s'arrêtera là. Oui, mais alors tu vois, là, moi, ce qui me choque le plus, c'est que tu es encore face à un support de communication et qui n'est pas du tout marketing. Et que moi, c'est ce qui me gêne. Tant que les agences ne redescendront pas à un niveau market, c'est très très simple de faire de la... Enfin, simple, j'ai pas dit que... L'agence doit être super contente, elle a eu une bonne idée, elle l'a livrée, ils ont fait des photos devant le studio. Ils vont la présenter à Cannes. Tu t'imagines, ils vont gagner un prix, ils s'en foutent que les gens l'écoutent d'ailleurs, le truc. Ils ont fait leur petit caca, ils sont contents, ils ont pas besoin. Sauf que si tu es sur un KPI de vente, merde, t'as un format, le format audio, tu vas principalement potentiellement l'écouter déjà en voiture, parce que voilà, c'est ce que tu te passes, donc t'es peut-être dans un lieu captif. Derrière, c'est vraiment le bénéfice de faire une transformation d'essai. Ce que vous avez entendu là, venez l'écouter venez vivre l'expérience, et tu sais que c'est avec un essai que tu transformes. Ça, c'est des mécaniques de vendeurs d'auto. Hein. C'est pas une mécanique mais pour faire la mais c'est des mécaniques, si je peux le dire comme ça, c'est des mécaniques de gens qui ont le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le DIRCOM d'Audi, quand même, le DIRCOM d'Audi, ou la DIRCOM d'Audi, je crois que c'est une femme, la DIRCOM d'Audi aujourd'hui, elle va gérer je ne sais combien de campagnes sur les bagnoles, avec beaucoup d'investissements. Les Audi Talents Awards, je pense que c'est une goutte d'eau. Je pense que les ambassadeurs, c'est une goutte d'eau. Je pense que toutes ces problématiques-là, elles sont surtout demandées par les RP, parce que les RP savent très bien que s'il y a moyen d'emmener Guillaume sur un événement dans le sud de la France avec des journalistes, ça sera beaucoup plus payant en retombées, en valorisation, retombées presse, que n'importe quel podcast qu'ils peuvent faire. Et donc la DIRCOM, son KPI, c'est pas la bagnole. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, c'est ce que demandent les Allemands. Sur un podcast, évidemment que c'est pas ça le KPI. S'il y a un peu d'intelligence, au premier sens du terme littéraire, de la part de l'agence et de la part du DIRCOM, ce qu'ils vont vendre, c'est de l'impact image notamment auprès des clients, mais évidemment auprès du grand public. C'est-à-dire, on vend des Audi quand même aujourd'hui, on vend des BMW, on vend des téléphones à 1 300 € à des gens. Et c'est pas que qu'on cible. Ce qu'on veut, c'est que les gens aient envie. Ce qu'on veut, c'est que les gens bavent en croisant un e-tron dans la rue en se disant putain, le jour où j'ai du pognon, je m'achète cette bagnole-là. Donc ces gens-là, il faut beaucoup les toucher. Guillaume Canet, c'est un acteur populaire. C'est pas de l'art et essai. Donc c'est aussi à ça que ça sert, et c'est ça qu'ils doivent mesurer en termes de KPIs. Mais toutes les questions, tout ce que tu viens de dire, Franck, sur il l'écoute en bagnole, machin, etc. Je pense que ni Romance, ni DIRCOM d'Audi se sont posé ces questions-là. Mais c'est ça le problème. Non, je suis d'accord avec toi. Je te prédis c'est vraiment brand content silver de l'année prochaine stratégie. Brand content le silver ou le bronze. Faut pas déconner. Moi, si ça avait été à mon époque, on aura l'occasion de revenir dessus, je pense. Mais... ça n'aura pas été le cas parce que moi, je ne présentais aucune publicité. Il n'y a que les agences qui pouvaient les présenter. Et contractuellement, elles ne pouvaient les présenter qu'avec mon accord. Donc, on n'a pas gagné beaucoup de prix parce que ça me cassait la tête, ces histoires-là. Merci beaucoup.
on était bien placés pour le savoir. Ouais, Ils t'ont pas aimé, hein, du coup. Ils t'ont pas aimé. on s'est toujours aimé. Non, C'est moi, ça qui les est agents, génial quand on est les agences n'aiment pas, ouais. c'est que les agences, à chaque fois, je peux montrer mon caca? Non, tu peux pas. Allez, quoi, putain. Mais non, mais j'entends, mais franchement, c'est un gros gadget. Pour le coup, je rejoins plutôt Franck là-dessus. C'est un gros gadget, c'est un gros truc d'agence. Voilà qui va faire le bonheur de toutes les belles communications B2B de l'agence pour dire, vous voyez, on fait des beaux films qui font chialer tous les mômes dans les foyers. Et en même temps, on est dans le futur, on est dans le turfu parce qu'on fait des podcasts sur le silence. Non mais moi, putain, la branlette, je la vois d'ici, je peux même l'écrire. Donc je trouve ça Tu crois qu'il y merveilleux. aura le chatbot avec la voix de Guillaume Canet derrière? J'aimerais tellement. On va faire des petits gifs, des petits animés. Dès qu'on passe partenaire ou affilié Twitch, premier juré, on fera des petits. Avec les têtes des patrons d'agence, pourquoi pas, des petits emotes qui tirent la langue, tout ça, machin, ça pourrait être intéressant. En tout cas, merci pour ce sujet, Franck, parce que je pense qu'on n'a pas fini de parler des dispositifs périphériques. Comment on pourrait appeler ça? Ces petits dispositifs, ces petits nice to have, des marques comme les podcasts. Pourquoi pas des chaînes Twitch bientôt? Peut-être la chaîne Twitch je sais pas, ce serait quoi la chaîne Twitch e-tron? Qu'est-ce que ça pourrait être comme chaîne Twitch? Ce serait intéressant de regarder un petit peu ce que Tous les jeux de bagnole. tous Moi, les jeux de j'ai bagnole. beaucoup, à l'époque, j'ai beaucoup discuté avec un mec adorable, deux mecs adorables d'ailleurs, chez PlayStation et chez Xbox, sur le placement et la numérisation et tout le bordel autour des Audi dans les jeux. Tout leur programme Vision sur Gran Turismo, ça a été fait avec les constructeurs. Je veux dire, il y a quand même des mecs qui ont bossé sur les concept cars qui sont dans les jeux et qui n'existent nulle part ailleurs. Donc ça parle. Peut-être que c'est Ça nous se qui devrions le fait. faire, ça, David, non? On peut tout faire. L'émission Twitch sur les jeux de bagnole, c'est quand même un truc on maîtrise, nous trois, non? Putain, Oh, ouais, franchement, on est des clients. Hein. Et tu as un lien, je sais, sur un sujet qui tient à cœur à David, qui est sur l'illustration, où tu as un très beau placement produit de Audi dans le film Incognito, où ils ont dessiné une Audi spéciale pour le film, tout en animation, et c'est pas mal. Ouais, bah c'est le pendant d'Aerobot. Hein. Aerobot avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce que la voiture qui était dans le film, elle était conçue uniquement pour le film, et qu'après, moi, cette voiture, je l'ai surexploitée dans tous les événements clients. C'était du rêve, c'était de l'émotion, c'était de l'image. Et c'est un super exercice. En plus, les ingénieurs, moi, j'avais discuté avec un des designers, ils avaient surkiffé. On avait essayé de faire l'exercice aussi en France sur un film de Lecomte, un film d'animation de Lecomte, dont j'ai bouffé le nom, avec une histoire de pendu très, très mignon comme film, où là aussi on avait essayé de faire des choses. Et je peux même vous donner un petit scoop, parce que maintenant ça date tellement, il y a prescription. À l'époque d'Arthur et les Minimoy, on avait travaillé avec Luc. Je peux vous donner deux scoops. Premier, c'était à l'époque d'Arthur et les Minimoy, Luc Besson nous avait demandé si il pouvait coller un logo sur un des insectes utilisé par Arthur quand il est tout petit à la fin du film. Vous savez, il monte sur des insectes et il se barre poursuivi par les méchants. Et il nous avait demandé s'il pouvait coller le logo Audi sur un des bugs. Et l'Allemagne avait dit OK, mais on design le bug. Et ça avait été très complexe au final, ça ne s'était pas fait. Donc ça c'est une première petite histoire. Et je vous jure que ça avait pris du temps. Ouais, je peux imaginer la réunion, ouais. Ça doit être sympa. La deuxième histoire, qui est aussi intéressante parce que ça va dans ce sens-là, c'est que quand Thomas Langman a voulu faire le reboot de Fantomas, avec Depardieu et Cassel, on nous a filé dès le départ le scénario initial chez Audi pour pouvoir travailler sur la voiture de Fantomas pour remplacer la fameuse DS, pour pouvoir intégrer en fait dans une Audi qui n'existait pas encore les gadgets de Fantomas. Donc tout ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper valorisant, et pour la marque, et pour ceux qui conduisent une Audi. Voilà, fin des anecdotes. Bon, très bien. Allez, sujet suivant. David, justement, on reste avec toi. T'avais quoi, toi, comme sujet? Bah, moi, je voulais juste parler, et votre avis m'intéresse fortement, sur... alors, est-ce que c'est un impact de la Covid? Est-ce que c'est un impact du marché publicitaire? C'est la fusion entre Australie et GAD Saatchi qui a été annoncé. Alors, moi, je connais bien GAD, puisque GAD a été longtemps l'agence de Yves Rocher, dont j'ai été dire commentateur. Donc, c'est des gens que je connais bien, des gens vachement bien. Les voir se rapprocher d'Australie,
je veux pas dire que c'est choquant ou pas choquant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi le message? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est Est-ce encore que c'est indépendant quand on fusionne deux grosses est-ce bêtes que c'est une comme opportunité? ça? Est-ce que c'est une opportunité réelle ou est-ce que c'est une façon de sauver les uns les autres en essayant de diminuer le nombre et de rapprocher les compétences? Voilà, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus parce que c'est intéressant. Les agences indépendantes, elles ont beaucoup souffert face à des groupes qui ont perdu des clients, qui ont aussi souffert par des coupes budgétaires, entre autres à cause de la Covid, mais pas que. Donc elles sont très agressives et les agences indépendantes, elles ne peuvent que réagir. Ça, c'est une réaction. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Ah, Je mais crois moi, que je suis Franck bien connaît bien concerné. Australie. Je suis bien concerné de l'autre côté parce que j'ai passé 6 ans chez Australie, donc finalement, je garde de très très bons contacts avec tout le monde et une vraie amitié avec la famille de Clabar notamment. Pensez pour Jérôme qui nous a quittés il y a quelques années. Faut savoir que ça fait quand même suite à une fusion avortée avec et voilà le nom qui m'échappe, mais qui avait fait grand bruit, notamment sur un autre Oui, sujet qu'on va pas dresser une aujourd'hui. fusion qui s'est arrêtée à Balance cause ton des agency. scandales sexuels qui ont lieu dans cette agence dont j'ai oublié. J'ai Exactement. pas oublié le nom, c'est pas. J'allais dire hérésie, c'est pas hérésie, c'est l'autre, c'est. Non, ça va venir. On va la C'est Ça dingue, retrouver. hein, secoue un peu. quand t'oublies. Bah, du coup, elle a un peu disparu du panel, hein, on n'en parle plus. Oui, ça Mais commence par un B, c'est Brush, enfin, c'est. Non, Brax, c'est Brax, voilà. Brax. c'est Merci, Brax, Brax, voilà, c'est ça, c'est tout à Brax. fait. Qui Et doit être pas qui mal dans était, la merde, on en reparlera dans une autre émission, mais voilà, qui était une comme on. agence en Ouais, forte progression. Ça ouais, peut être un autre sujet, parce que dans bah les oui. agences en progression, C'est il quoi y a l'après de aussi ce genre de scandale, tu vois, pour une agence bon, en forte progression? C'est il y a autre chose. il y a eu Steve qui était en forte progression, mais qui a aussi, je crois, beaucoup souffert de l'année Covid. Mais ils ont qu'à fusionner avec Brax? Donc il y a un peu de ça. Bon, je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Ouais. Non, Non, ce sera la prochaine émission. moi, je sais, pour avoir été, enfin, tu parlais de ton expérience chez Audi, moi chez Australie, j'y étais allé pour essayer justement de les digitaliser un peu. Hein, donc j'ai fait 6 ans aussi, beaucoup d'évangélisation par rapport aux communicants très print. Hein. Voilà, donc des anecdotes sur faire du digital dans des logiciels de print, je l'ai vécu pendant des années. C'est quand même, ça en dit long sur le reste, mais il y a pas que ça. Je pense qu'il y avait un besoin pour Australie effectivement de rentrer d'autres compétences qu'ils n'ont jamais réussi totalement à internaliser, notamment sur le social media, sur le digital. Et là, comment dire, GAD a toute une galaxie dont je connais aussi certains. Je connais le CEO de Moonlight, qui est la partie un peu sociale média. Donc je pense que ça, il y a ce besoin-là. Et à l'inverse, Gilles, la partie publicitaire, cette GAD a un peu rétréci et je pense que la devanture un peu plus forte d'Australie sur des comptes un peu plus gros était une nécessité. Je crois aussi qu'il y a une vraie histoire d'homme parce que moi quand j'y étais, Vincent, alors que c'est son neveu maintenant qui dirige Australie, mais Gilles Masson a toujours été quelqu'un dont il m'a parlé avec le plus grand respect et admiration et vraiment ils avaient une vraie proximité et les circuits sont restés parallèles. Donc, moi, j'aime bien aussi cette histoire que même s'il y a peut-être et très certainement des raisons économiques derrière, ça se fasse pas n'importe comment. Il avait été chez Australie notamment pendant pas mal d'années question d'un rapprochement avec Havas hein, ils ont beaucoup lutté pour pas l'être parce que le côté indépendant est chevillé au corps et que bon bah quand on rejoint Havas, on verra ce que donnera sur Buzzman, mais enfin, généralement, on se fait aspirer par le bureau et on disparaît. Donc là, voilà. Après, est-ce que ça va vraiment les armer pour demain c'est très compliqué de fusion. Hein. Moi, généralement, on a toujours visé le 1 plus 1 égale 3, mais souvent le 1 plus 1 égale 1. Donc j'ai pas véritablement de vrai exemple de fusion réussie. Certains pourront me dire Marcel, entre Publicisnet et Marcel, mais enfin, c'était l'agence de pub qui allait mal, donc c'était aussi toujours deux contextes de boiteux, mais ça a donné quelque chose de réussi. Contrario, hein, les exemples de Saatchi et Duke, de Louis XIV et DDB, même si DDB est resté une belle agence, enfin Louis XIV avait quand même vachement disparu. Enfin, on en a pléthore et pléthore, où souvent il y a quand même disparition de l'un quand c'est pas les deux. Ça sent la mort, non? Enfin, je veux dire, on va être franc. Moi, j'aime beaucoup Australie parce que j'ai eu pas mal de collègues chez FF qui venaient d'Australie. Et il y a un truc de particulier avec les collègues qui viennent de chez Australie, c'est que c'est toujours des gens formidables.
J'avais un chef de projet et puis j'avais évidemment Dalila qui venait de chez Australie. Et moi, j'ai que des très bons souvenirs avec ses collègues. Mais moi, en tant que petit patron d'agence indépendante, euh, franchement, quand je vois ça, pour moi, c'est que des red lights partout. Bah, d'abord parce que quand Australie et GAD fusionnent, bah, pour moi, c'est plus vraiment des agences indépendantes. Finalement, tu es en train de te créer un petit groupe bien à toi, avec des tas de gens qui sont bien établis, avec des patrons qui sont bien établis, qui ont le relationnel, le tissu relationnel nécessaire pour créer, évidemment, certainement pas un groupe à la Havas ou à la Publicis, mais ça reste néanmoins quand même une taille d'agence qui n'est plus dans. On n'est pas dans ce qu'on pourrait dire le franc-tireur, tu vois. On n'est pas en train de se dire, putain, je veux une agence disruptive, je vais aller prendre la nouvelle entité Australie GAD où j'ai envie d'avoir quelqu'un qui casse les codes. Je vais dire, tiens, putain, je vais aller là-bas. En termes d'indépendance, oui, ok, sur le papier, vous êtes indépendant, mais finalement, vous êtes comme tout le monde. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, et je te rejoins totalement là-dessus, en effet, en règle générale, ce côté fuite en avant, j'ai eu une mauvaise année 2020, mais qui n'a pas eu de mauvaise année 2020? Ah oui, c'est vrai, les grands groupes. Mais à part les grands groupes, tout le monde a eu une mauvaise année 2020 et de Même eux, se ils souffrent. dire, Hein. oh, ils souffrent quoi? 1%, 2% de perte? Non, Putain, non, plus que ça, plus que ça. bon. Alors en tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Aujourd'hui, ce qu'ils déclarent, c'est 1 à 2% de perte. Donc moi, j'entends ça, mais je vais pas pleurer sur les grands groupes qui, toute la journée, vont chasser les minuscules clients des indépendants ou qui font de la merde aussi et qui adorent demander aux indépendants d'aller nettoyer leurs crottes. Mais en dehors de ça, le vrai point pour moi sur la fusion, c'est que ça fait vraiment, c'est la stratégie du désespoir. En fait, c'est la dernière des solutions. C'est rarement la première. Quand tu es en train de te dire, moi je peux entendre le besoin d'Australie de se digitaliser, mais en général, la première des solutions, c'est pas je vais fusionner avec une agence digitale ou avec une agence que je considère avoir les qualités pour le faire, etc. Et puis surtout que le premier choix, c'était pas GAD. Donc si le premier choix, c'était Brax pour une raison X ou Y, je connais pas Brax du tout, donc difficile de savoir s'ils remplissaient ce vide digital ou pas chez eux. Mais je trouve ça dingue que d'abord, il n'y ait pas des recrutements un peu, je dirais, innovants avant d'aller tout de suite sur la fusion. D'ailleurs, le recrutement, où on en est où? La formation interne, on en est où? On en est où finalement de créer de la disruption aussi avec de nouveaux types de clients, etc. Enfin, je veux dire, il y a des tas de trucs à faire avant de se dire, je vais fusionner. Donc, quand tu fusionnes, c'est quoi? Tu veux protéger quoi? Tu veux protéger ta masse salariale? Tu veux protéger ton chiffre? Tu as besoin de protéger tes actionnaires, tes dividendes? Qu'est-ce que tu recherches? De la fusion de chiffre d'affaires? C'est le point pour moi, en tout cas de mon prisme à moi de petit patron d'agence, c'est de se dire en général, la fusion serait la dernière des solutions. C'est la solution avant de déposer le bilan et de se dire je vais commencer à dégraisser 80% de mes équipes et puis après derrière je vais faire. Tu fusionnes pas par plaisir. On n'a pas non plus. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces annonces, c'est qu'on n'a jamais le détail. On n'a pas les packs d'actionnaires, on ne sait pas s'il y a échange de cash ou pas. Donc, tout ce qu'on est en train de voir, c'est la fusion de chiffre d'affaires et la fusion des références. Et ça m'inquiète. C'est pour ça, j'ai envie de te dire, Franck, moi j'ai envie d'y croire quand les gens disent ouais, on fusionne parce que tu comprends, ils sont plus digital, ou ils sont plus pub, ou ils ont des réals, ou ils ont une prod de dingue. Mais en fait, ce que je vois surtout, c'est les fusions de chiffre d'affaires, c'est pas les fusions de compétences. Et j'ai pas souvenir, après je me trompe peut-être, hein, d'une fusion qui en effet a rempli son job de fusion, c'est-à-dire apporter des talents que tu n'avais pas ou des compétences, et puis tout d'un coup la nouvelle entité devient quelque chose de fort en digital ou en ce que tu veux. Euh, ça me ça m'inquiète plutôt pour les employés, tu vois. J'ai envie de te dire, j'ai pas envie d'être un employé d'aucune de ces deux entités aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ces patrons, ils ont fait une fusion de chiffre d'affaires. Ils ont fait une fusion de masse salariale qui va leur permettre d'aller faire des prêts, d'aller peser plus lourd chez les agences de pitch et de pouvoir dire, regardez, on a une nouvelle proposition. Ils s'achètent une fraîcheur chère. Pour le coup, la fusion, c'est cher, hein. Donc tu t'achètes une fraîcheur chère et puis tu as le bénéfice du doute pendant 2 ans, si tu veux. Pendant 2 ans, les gens se demanderont qu'est-ce que va apporter cette agence dans le game et peut-être que dans le doute, elle va faire des trucs, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils s'achètent du temps? Ils s'achètent du temps et de la valorisation pour mieux se barrer. Et on verra si les patrons se barrent. On verra tous les gens qui vont partir. Si c'est des mecs qui partent avec des actions, c'est qu'on comprend que on a plutôt affaire à des actionnaires qui potentiellement ont envie de sauver du blé avant que ça Ça, ferme. ça peut arriver. D'abord, comme tout patron, les mecs, je pense que foncièrement. Alors, je peux pas parler d'Australie. Australie, je les connais parce qu'ils ont fait
Ils ont répondu à un appel d'offres, ils ont été vraiment bons, vraiment adorables, une équipe vraiment humainement en tout cas hyper intéressante. Mais mon expérience avec eux s'arrête là. GAD, j'ai pratiqué quand même pendant 2 ans sur Yves Rocher. Yves Rocher, c'est un client excessivement difficile. Ils ont été à chaque fois au top. Moi, je suis un fan d'Antoine Bartuel, qui est un mec adorable, qui est un mec avec une approche et un relationnel fabuleux. Je peux pas généraliser, mais je pense que c'est un peu tout ça, en fait. Je pense que GAD allait pas forcément très bien. Ils ont perdu beaucoup de gens. Ils ont morflé sur des gros clients, j'entends, avec des perspectives qui n'étaient pas forcément très bonnes. Encore une fois, il y a beaucoup d'agences sur le marché, beaucoup de grosses agences sur le marché. Et là où il y avait des gens qui, il y a quelques années, disaient moi en dessous de je sais pas combien, j'y vais pas, aujourd'hui sont un chouille moins regardants, entre autres parce que crise, entre autres parce que Covid, entre autres parce que le marché de la pub, les annonceurs dépensent aussi un peu différemment. Il y a toute une génération de DIRCOM qui regarde la com un peu différemment. Donc, il faut s'adapter. Moi, je pense que le rapprochement, l'explication donnée tout à l'heure, Franck, elle est intéressante, de se dire que humainement, peut-être que les mecs ont voulu un peu prévenir aussi, avant de guérir, en se projetant un peu et en se disant, il y a un moment donné, au lieu d'en chier chacun de notre côté, peut-être qu'on est plutôt complémentaires, parce que dans ces rapprochements, dans ces fusions, au niveau des réactions des patrons, il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui veulent absolument se vendre à un gros pour gagner du pognon et puis se dire à un moment donné, ouais, moi c'est bon, je passe à autre chose. Il y a ceux qui se rapprochent parce que il y a une complémentarité d'agences. Une agence qui est très axée sur le CRM ou très axée sur le digital, et en face une agence qui, elle, est plutôt sur les médias traditionnels et qui a un vrai besoin de transformation, tout en étant quand même rassurant auprès des clients, parce qu'il y a encore des gens qui achètent de la télé, il y a encore des gens qui font du magazine. Donc cette complémentarité-là, elle peut être très forte et très marquante, et il y a un besoin, et un besoin d'ailleurs pour les clients aussi. On a une époque où les annonceurs, il y a une partie des annonceurs qui ont envie d'avoir plein d'agences avec des compétences différentes, et à l'inverse, tu as des annonceurs qui ont de plus en plus envie d'avoir un interlocuteur, un intermédiaire qui va gérer au mieux et en cohérence l'ensemble de l'expression de la marque sur les différents supports. Et voilà, et après, tu en as d'autres, c'est un appel au secours, c'est-à-dire que tu as 2 agences qui sont plus ou moins en train de crever, et que pour essayer de sauver les meubles, le mieux, c'est de fusionner, c'est de se débarrasser d'une partie, du personnel, et puis d'essayer de rapprocher les compétences auprès des clients existants, parce que ce qu'Australie va vendre, c'est certainement un peu de savoir-faire de GAD sur certains sujets, et puis ce que GAD veut, c'est apporter peut-être des choses et récupérer un peu aussi du portefeuille d'Australie. Ça peut pas être qu'humain, j'adorerais avoir cette idée-là, mais ça peut, je crois pas que ce soit que Mais ça. les clients existants aussi, il va falloir gérer le... C'est rarement une bonne nouvelle non plus quand ton agence devient une autre agence, parce que tu sais pas ce que tu perds et tu n'as aucune idée de ce que tu vas gagner derrière. Si tu sais Si que les tu vas gens, vendre et plus je le cher. crois, les gens sont intelligents en face de toi, et je le crois, parce que franchement, entre Australie et GAD, je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence. C'est à l'agence de démontrer que c'est au contraire une opportunité de dingue pour toi en tant qu'annonceur, de récupérer des créatifs, de récupérer des compétences et des skills et de l'expertise que peut-être on n'avait pas avant et qu'on peut te proposer aujourd'hui. Je pense que si c'est vendu intelligemment, l'annonceur, il peut pas être choqué. En Bah, tout il y, cas, a une règle à savoir souvent sur la fusion, hein, par expérience, c'est qui rachète qui. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Rarement vu le petit bouffer le plus gros, enfin celui qui est racheté se faire racheter. Dans les scénarios de fusion, t'en as oublié un, hein, c'est souvent aussi racheté pour éliminer. Moi, j'ai un souvenir des premières C'est très vrai. bonnes agences web s'appelait Soleil Noir, qui s'est fait racheter par McCann. Tout ça parce que Soleil Noir commençait à monter très très fortement sur Nespresso, qui était au plus gros compte de McCann, et que ça a été vendu sur on intègre leur expertise pour faire une vraie expérience. C'était surtout je supprime au final le concurrent mais qui pourquoi me vendre, bouffait Franck, mes alors? T'es plates. Soleil Noir, pourquoi tu vends? À un moment donné où Soleil Noir a Mais toujours parce une que, réputation de alors, malade mental, je veux dire, Soleil ouais, Noir, c'est une belle marque, de toute manière, mais qui gagne des prix et tout, parce que pourquoi? pour une chose très très simple, ça sera un vrai sujet, c'est quelque chose que je maîtrise très très bien. La rentabilité d'une agence digitale est très très compliquée dans les schémas actuels. Pourquoi? Parce qu'elle s'est jamais construite sur ce qui a fait la richesse des agences, qui s'appelle les honoraires. Il ne faut pas se Bien sûr. leurrer, une agence de pub fonctionne avec, jusqu'à présent, elle fonctionnait avec minimum
entre 60 et 80% d'embarqués en début d'année, ça donne de la visibilité, ça donne de l'assise, tu sais que tu payes ta masse salariale et du coup tu peux investir. L'agence digitale, ça a toujours été construit sur le projet, et le projet, tu dois beaucoup courir, tu dois faire beaucoup de compétitions, du coup tu dépenses beaucoup d'énergie sans absolument aucune visibilité. Donc là, on revient sur les modèles économiques. Si on revient sur le sujet de GAD et Australie, voilà, savoir qui, ça je ne sais pas si c'est Australie qui rachète plutôt GAD, si c'est le reste. Est-ce qu'il faut le reste? Moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans l'histoire de GAD, c'est qu'ils ont tenté un modèle de croissance un peu unique qui est justement de ne pas faire de publicité de marque. Et que quand tu prends la culture d'un Moonlight pour connaître tout le board interne, et celle d'un F5 qui est la partie digitale, ou celle de GAD, partie, elles sont vraiment différentes. Et chacun garde son identité. Et je le dis souvent, quand tu vas chercher une agence, tu vas chercher une identité. Et quand tu fais une fusion, tu as souvent ce problème d'identité qui se pose très très vite avec les différentes fusions. GAD a su se développer ou garder cet algorithme-là. Donc ça sera intéressant de voir si demain, c'est Australie GAD, c'est une vraie fusion, ou est-ce qu'il reste bien avec un Australie, GAD ou autre, parce que c'est une notion de faire un consortium de réponses pour des clients. Donc je pense qu'aujourd'hui, un des gros sujets, c'est soit tu es un gros, soit tu es contre le gros. Et donc le sujet, quand tu n'es pas contre le gros, c'est l'agilité. Et l'agilité, c'est d'être petit, c'est d'être maniable, c'est de faire... Il y a une grande explosion de tout ce qui est freelance. C'est pas pour rien. Mais après, il y a une tendance du marché, hein, Franck, il y a une tendance du marché qui est importante, c'est que, encore une fois, en tant qu'annonceur, la multiplicité des interlocuteurs, c'est pas quelque chose que tu as envie de se retrouver avec 4, 5. Moi, je me suis retrouvé chez Audi à un moment donné avec 6 agences ou 7 agences, je sais plus, entre l'événementiel, le digital, la communication CRM, locale, enfin, je t'en passe, c'est des meilleurs. C'était un truc de barge à gérer. Donc, des gens comme Serviceplan ou des gens comme GAD qui proposent aujourd'hui une espèce d'infrastructure dans laquelle il y a plusieurs entités qui peuvent répondre indépendamment les unes des autres, mais qui peuvent aussi évidemment répondre à toutes les attentes, c'est quand même une tendance marché intéressante. Si la fusion Australie-GAD, c'est Australie plus GAD, c'est-à-dire grosso modo, ils vivent leur vie ensemble, enfin, ils vivent en parallèle sans s'apporter une réciprocité et des choses comme ça, c'est pas que j'y crois pas, pour le coup, je suis incapable de vous dire l'avenir, mais je trouve ça vachement moins intéressant que de se dire demain il y a une entité, alors je sais pas si elle doit s'appeler Australie GAD, GAD Australie, je sais pas ce que tu veux, mais à l'intérieur de dire voilà, quand on répond à un appel d'offres, on vient évidemment pour ce pourquoi on est sollicité, mais on est capable aussi de démontrer qu'à l'intérieur, on sait faire de l'achat média, on sait faire du digital, du CRM digital, de la transformation, du conseil stratégique, de l'événementiel. Je ne vais pas te faire la liste, comment ça va être longue. C'est vachement plus réconfortant et intéressant pour l'annonceur, même si au départ, il va signer pour ce pourquoi tu es venu. Plutôt que de se dire on fait partie du groupe Australie GAD, Australie vis-à-vis, GAD à ses clients, ça moins fort, moins intéressant, moins puissant. Je ne dis pas que c'est évident. Non, mais ça n'est clairement pas. Et il y a clairement, je pense quand même à la base, des situations économiques compliquées. C'est sûr. Il ne faut pas croire que le rapprochement il ne soit pas motivé, outre tout ce qu'on a dit, et qui est sans doute une partie du vrai. Elle est d'abord motivée. D'abord motivé par une année qui était une année extrêmement compliquée, mais qui vient en couvercle d'années précédentes qui sont déjà, en tout cas pour GAD, déjà compliquées. Pour le marché publicitaire, ça s'arrange pas en termes d'investissement. Le digital a quand même vachement foutu le vrac. Il y a plein d'agences qui ont décidé de devenir quasiment que digital, alors que 90% des effectifs avaient une compétence traditionnelle. Enfin voilà, c'est un marché en souffrance. Les rachats de l'année dernière, les rachats qui vont arriver cette année, le marché. Il y en a toujours eu. Hein. Oui, il y en a toujours eu, mais il n'y en a jamais eu autant. La réalité, c'est que ça sent vraiment mauvais pour que les gros patrons indépendants commencent à foutre leur argent en vente, que les gens attendaient presque trop longtemps avant de les mettre en vente parce qu'ils pensaient qu'ils avaient peut-être un moyen d'aller concurrencer, et puis de perdre aussi cette énergie, tu vois, de cette offre aussi qui est variée. Aujourd'hui, elle est où la variété pour l'annonceur? Finalement, l'annonceur, il a le choix entre quoi? Entre 3 gros networks et 5 gros groupes indépendants. C'est certainement pas par là que l'innovation perso, je suis beaucoup plus choqué et gêné par le rachat de Buzzman que par la fusion Australie-GAD.
Vous voulez qu'on parle du dernier film Franchement, de hein. Buzzman? C'était la Oh, alors, transition on va pour en passer parler, sur oui, ça le. sera une bonne transition. Mais voilà, moi, ma conclusion, c'est que, putain, Buzzman, après tout ce qui a été dit, Mais tout ce oui, qui a été hurlé, tout ce qui a été craché, tout ce qui a été revendiqué, tout ça pour finir par se faire racheter par un grand c'était groupe, sûr. ça Oh. me fait plus chier que la fusion Eh GAD-Australie, qui, ben je vous trouve, les est... annonceurs, vous êtes Moi, bien c'est un beau naïfs. bébé, et je leur souhaite vraiment plein de succès, parce que c'est des gens vachement bien. Ouais. Bah, on souhaite bon vent à Australie Transition. Agad et s'ils veulent venir se faire interviewer par l'équipe de On nous a rien demandé, bah, les mecs, on est dispo, il n'y a pas de problème, venez, hein, Ah, on va c'est vous pour ça qu'on cuisiner. leur demande. Venez vous expliquer, dites-nous quel est le plan. Et d'ailleurs, si Georges Mohamed veut venir aussi, viens, ramène-toi, il faut qu'on cause. C'est quoi ce bazar? Tu revends ta boîte? Ça sera pas la Mais, même mais ambiance, hein. je vais demander à notre monteur Nicolas si tu peux nous remettre la scène de Anakin et d'Obi-Wan Kenobi. Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux. C'était toi qui devais normalement sauver la publicité, la com. C'était toi sur qui on comptait. Parce que, en tout cas, c'est ce que les annonceurs pensaient. Moi, j'étais sûr et certain que tu vendrais tout, Georges Mohamed. C'était sûr et certain. La retraite, les palmiers, enfin se reposer, se détendre après toutes ces années de combat. Moi, quelque chose que moi, je pouvais imaginer tout à fait. Alors maintenant, on va pas parler de Buzzman parce qu'il nous faudrait 3 émissions, je pense, pour le faire. Parce que c'est un sujet évidemment passionnant, long et historique. À quand un bouquin sur l'histoire de Buzzman? On l'attend toujours. Non, mais ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est le dernier film Boursorama qui est sorti. On a vu en 2019 le film avec Brad Pitt. Vous vous souvenez, Brad Pitt qui est dans les rues de New York et qu'on n'entend pas, il n'a pas besoin de parler puisque ce sont les autres qui recommandent la banque Boursorama. Donc on était sur ce thème. Personne ne recommande une banque, mais comme elle est vraiment trop cool, on recommande Boursorama. Et moi j'ai eu le plaisir d'être sur la compète, mais alors je sais même pas si c'était celle-là ou la précédente. Et le nouveau film qui est sorti il y a très peu de temps, hein, début d'année, hein, je dirais il y a 2 semaines ou 3 semaines. Ah non, je Vous crois l'avez... même la semaine dernière. Hein, Semaine non dernière, putain, j'ai C'est très, très, tellement très. l'impression C'est plus d'un. de sortir. C'est tout chaud. Tu vois, c'est Buzzman qui parodie du Buzzman, donc on a en effet ce personnage qui ne pensait jamais qu'on pouvait lui recommander une banque et qui donc se dit si tout est possible, je peux battre Mike Tyson. Et donc on a cette espèce de film, alors, la version longue, vous l'avez vu j'imagine, le 1 minute, où on a donc tout ce... On a cette espèce de vie parallèle entre le type, le nobody qui s'entraîne, qui tape dans des trucs, qui s'entraîne à la Rocky, hein, il y a tous les codes de Rocky, et de l'autre côté Mike Tyson qui est dans un hôtel à Las Vegas, qui est évidemment super bling, super tous les clichés hein, qu'on peut avoir sur Mike Tyson, qui rigole, qui prend pas au sérieux, et puis évidemment la confrontation finale, où on se dit que peut-être il va pouvoir donner un coup de poing à Mike Tyson, et non, il se retrouve par terre, et à la fin, en tout cas, je vais vous dire ce que moi j'ai pensé du film, et à la fin, évidemment, il recommande sa banque, puisqu'au final, il ne peut pas battre Mike Tyson, mais on peut quand même recommander sa banque à ses amis. Bon, c'est le genre de film qui aurait pu être évidemment une excellente surprise, mais qui pour moi tombe évidemment à l'eau dans le plus stéréotype publicitaire existentiel. La pub commence, on sait déjà comment elle va finir, et malheureusement, on n'est pas surpris. Alors pour le coup, moi j'avais plutôt aimé la surprise du premier film avec Brad Pitt, parce que pour le coup, avoir Brad Pitt et pas avoir sa voix, je trouvais ça plutôt rigolo, et puis en plus, il avait l'air, pour le coup, de plutôt s'amuser. C'est pas comme le film de Leonardo DiCaprio dans Fiat 500, où il a vraiment l'air de faire ça pour les pingouins, parce qu'il a l'air de se faire chier comme un rat mort. Et dans le dernier film, bah, je le trouve super mauvais, parce que d'abord, Mike Tyson n'est évidemment pas le stéréotype, en vrai, du stéréotype qu'on pourrait penser, mais le fait d'avoir traité, il y a cette espèce de claim chez Boursorama que je trouve extrêmement arrogant, alors que on est sorti d'une période de gilets jaunes, que les banques c'est pas les gens les plus sympas, on l'a vu avec la crise de la pandémie. Allez demander un prêt à votre banque pour voir ce qu'elle va vous raconter. C'est facile d'être une banque qui fait pas de prêt, j'ai presque envie de vous dire, et de faire la com en disant je vais recommander une banque. Alors qu'en 2020, je crois que personne n'a envie de recommander une banque, que de dire que des gens recommandent des banques, c'est sacrément le plus gros BS qui a jamais existé dans l'histoire de la com, de dire je recommandais une banque. Et puis, surtout une banque qui s'appelle Boursorama et qui est en ligne et tout ce que vous voulez, etc. Et puis à côté de ça, de faire un film qui pue le fric, on va se dire, il pue le fric ce film. Mais c'est vraiment un film de banque, hein, il pue le fric comme c'est pas permis. Et puis il est à plat, où on finit sur un Mike Tyson qui est évidemment caricatural. Il y a des jolis plans, hein, ce plan du dessus quand on voit Mike Tyson lui mettre la droite et tout. Moi je trouve ça très joli esthétiquement, hein, c'est beau, c'est bien. L'acteur, le blond qui joue aussi, il est aussi très très bien.
J'ai pas son nom, on l'a déjà vu dans d'autres films, mais moi je l'aime plutôt bien, il a une bonne gueule, tu vois, plutôt bonne gueule. Et puis la fin, que je trouve, moi en tant que consommateur, vraiment nul à chier, qui tue tout, c'est cette histoire du mec qui est assis sur son banc de touche, qui est en train de recommander sa banque, comme si c'était quelque chose de drôle, d'intéressant ou autre. Donc, j'ai pas du tout aimé ce film. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est... Est-ce que Mike Tyson était la bonne personnalité? Est-ce que l'idée du film était bonne? Puis son exécution, puis le message finalement. Est-ce qu'en 2021, c'est ça qu'on a envie de voir ou dont on a besoin de voir? Moi, j'adore parce qu'on va pas être d'accord. Et ça, putain, c'est un kiff. Alors moi, je suis Vas-y, mets complètement tes pas gants. d'accord. Moi, le film Brad Pitt m'avait profondément fait chier. Ouais, Vraiment profondément fait chier. Parce que c'était du Buzzman dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, ils ont trouvé une bonne idée, c'est de pas faire parler Brad Pitt. Maintenant, Brad Pitt, il est quasiment de tous les plans. Je sais pas combien ils l'ont acheté, mais ils l'ont certainement pas acheté de francs 6 sous. Et qui plus est, ça reste Brad Pitt, mec international, etc. Après, ça a fait du bruit. Ça a fait beaucoup de bien à Boursorama qui a réussi de KPIs à récolter beaucoup de belles choses. Donc le film a marché. Pourquoi j'aime mieux le Mike Tyson que le Brad Pitt? Parce que le Mike Tyson, il raconte quelque chose que le Brad Pitt raconte pas. Le Brad Pitt, il raconte rien. Il est dans la rue, le mec, il croise des gens. Alors effectivement, c'est des gens du quotidien qui sont là, qui vont te dire, alors moi, je suis un mec du quotidien, je suis pas comme Brad Pitt, je suis pas connu. Donc j'ai plus de crédibilité à dire que Boursorama, c'est une banque à recommander que Brad Pitt, qui est certainement pas chez Boursorama et qui aurait un discours à la con s'il disait, moi, j'ai une carte bleue Boursorama. Il n'aurait pas été crédible. Ok, je l'entends. Mais là, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a un peu plus de. Moi, je trouve que c'est un peu plus deuxième degré, quoi. Il s'amuse beaucoup plus sur le Mike Tyson que sur le Brad Pitt, que j'ai trouvé chiant à mourir. Même les plans de New York, enfin, t'es pas. Pourquoi New York, pourquoi New pas York, Paris, quelqu'un de quoi, je veux dire. pattes, quoi. Ouais. Et ça aurait pu être à Paris. Boursorama, en plus, enfin, cette pub-là, elle n'avait pas vocation internationale, sauf erreur de ma part. Donc voilà. Là, le Mike Tyson, moi, je trouve ça drôle. Franchement, il y a du deuxième degré. Moi, j'aime bien Tyson, il me fait marrer. Il n'arrête pas de se marrer dans le film, ce qui est quand même pas souvent le cas. Tyson il fait souvent la gueule. Là, j'aime bien, il a un côté. Putain, ils sont complètement cons, ces Français. Et ça me fait marrer, et je suis bien rentré dedans. L'acteur, il est fabuleux, le blond, là. Je le trouve génial. Le mec qui, du jour au lendemain, se réveille. Rocky-like et qui décide d'aller se battre et tout. Et une fin qui est pas si attendue que ça, parce qu'une fin publicitaire, ça aurait été évidemment que le mec mette une droite à Tyson qui se retrouve au tapis. Et là, moi j'aime bien le côté, bah non, la logique c'est qu'il s'en prenne une, il s'en prend une, il est par terre. Et son truc, c'est pas d'être boxeur. On voit qu'il a ni le gabarit, ni tout ça. Ouais, Donc moi j'ai préféré ce film-là. à ma banque. Ouais, mais je trouve que, tu vois, aussi bien dans le premier, ce que j'aimais, c'est qu'on se foutait de la gueule de Brad Pitt d'une certaine manière. Donc on était en J'ai haut, pas tu trouvé. vois, on était en haut, et je trouvais ça plutôt cool que presque le rapport qu'il y a entre un Brad Pitt muet et des gens dans la rue qui finalement se parlent et se montrent leur Oh. téléphone et tout, de se dire, tu vois, les gens étaient pas en adoration. Et puis, il y a aussi ce truc, Mike Tyson, Brad Pitt, c'est pas le même level. Il y a quoi? Il y a C'est drôle. On a fait un. Mais s'ils avaient été au bout, alors moi je vais te dire un Tu truc, vois. s'ils avaient été au bout de Brad Pitt, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis des pixels ou un bandeau sur sa gueule. Ouais. Parce que aller chercher Brad Pitt, je sais pas combien de millions pour pas le montrer, ça aurait été high level. Là, de toute façon, Brad Pitt, c'est pas forcément sa voix et ce qu'il dit qui nous intéresse le plus, c'est de le voir. Enfin, faut dire les choses. Moi, je trouve que là, Tyson, il est à sa place. Il me fait marrer. Je trouve que mon sentiment, c'est que Brad Pitt, ça dégoulinait de fric. C'est-à-dire que tu sentais qu'ils avaient été payés, ils avaient été s'acheter Brad Pitt. Là, je trouve que c'est moins. Alors évidemment qu'ils sont payés Tyson, mais je trouve que c'est moins dégoulinant, c'est moins visible, moins cher, hein. et c'est moins condescendant. Et ça m'a fait. C'est ce que dit le. Tu trouves que c'est moins condescendant? Brad Pitt, alors t'as pas le salaire, hein, mais le premier film, c'est 6 millions. C'est ce qu'il dit. Et qu'effectivement, Tyson est nettement moins cher. Non, t'as commencé par. Moi, je trouve que c'est très drôle si tu prends un peu de recul au-delà de la forme et de ça. Moi, j'ai pas du tout aimé le deuxième, mais parce que dans les deux cas, c'est du pur Buzzman. Et alors, ce qui est le coup de génie, c'est que tu sens la pub des années 80 on va se faire plaisir. Et je pense que le début du pitch, hein, c'est on va se faire plaisir. C'est quand même kiffant de se dire que je vais faire tourner Brad Pitt, c'est kiffant de se dire que je vais faire tourner Mike Tyson. La différence entre les deux, pour moi, c'est que dans le premier, ça se rattache à un vrai insight. Et que tu peux te dire effectivement que tu n'as pas été au bout de l'histoire, mais
c'est nos clients qui recommandent la banque et tout le film retourne autour de ça et que c'est pas la célébrité qui vendra le mieux avec la mise en abîme que j'ai bien pris quelqu'un de célèbre, mais c'est vrai. Le deuxième, on a oublié, il n'y a pas de planning strat. Je suis désolé, c'est pas crédible du tout de se dire que parce que je recommande ma banque, je peux croire à l'impossible. Mais Et c'est surtout, jamais de la vie, Franck, c'est pas un c'était truc en- réel. Je me permets de te Donc couper, c'est c'était en frontal avec Attendez, Fortunéo attendez les gars, qui et on disait parle que de c'est- films, hein, on parle pas Non, de mais- documentaire. Hein. Attends, mais Mais c'est c'est pas- vachement intéressant ce que tu dis, On Franck, parle de parce films que publicitaires. en face, tu avais Fortunéo qui disait c'est pas l'argent qui compte, c'est les gens. Je sais pas si tu te souviens. Il y avait ça en face. Donc au moment où le film de Brad Pitt sortait, il était, pour moi, je le trouve, d'une justesse de dingue au niveau Ouais. du marché en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le message détruisait le message des autres, qui était même plus fort parce que quand Fortunéo dit c'est pas l'argent qui compte, c'est les gens. Toi, tu disais, mais fous-toi de ma gueule, t'es une banque, tu fais un film, enfin, tu vois, tu te fous de ma gueule. Alors que quand Boursorama dit, c'est pas une célébrité qui le dit, c'est les vrais gens qui le disent, on a l'étude, le machin, le truc, il y avait un sens. Et c'est là où je te rejoins, Franck, et excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est moi aussi le décalage entre les deux films, pour moi, il est là. Alors que dans Mike Tyson, il n'y a plus de message, en fait. C'est la recette de se dire, mais qui marche. Enfin, je vais parler au gamin qui est derrière sa télé de, Mm. nous, on a eu les couilles d'aller prendre Tyson parce que tu sais que c'était pas le gars le plus facile et de le faire jouer. Petit coucou à Very Bad Trip. Ok, mais il y a plus de fondement. C'est le fondement de les choses deviennent impossibles parce que je suis capable de recommander ma banque. Non, c'est pas vrai. C'est pas un Trop insight. long, Ça, bien c'est sûr. pas un insight. Trop C'est long quelque chose comme de chemin. vrai. C'est pas l'insight, Il est si, c'est pas- l'insight du premier film, c'est pas celui du deuxième. Le deuxième, il est un peu plus Non, individualiste. non, ça reste le même. Tout C'est- au long du ils film, te le c'est disent, en plus. la banque qu'on aime recommander. Ouais. Et donc, et juste en se disant que. D'ailleurs, je prends un exemple pour appuyer ça et dire que aussi féliciter Buzzman. En parallèle de ça, il y a 2 semaines, il a sorti la campagne d'affichage, qui est bien sûr la première banque qu'on recommande. Et puis du coup, et non, ce qui était sur différente, c'est la banque la moins chère depuis 13 ans. Oui. Et puis il disait aussi, vous ne pensiez pas que c'était possible de recommander une banque. Parce que le film Voilà. commence comme ça en fait, avec cette phrase, vous ne pensiez Oui. pas que c'était possible de recommander une banque. Donc Mais c'est long, quoi. mais il n'est pas vrai. Oui. Il n'est pas vrai. Tu vois, pour ton truc, moi, ça fait 2-3 ans, le nombre de gens qui sont passés sur des Revolut, des N26 ou compagnie, qui sont. Alors, on va pas vendre le truc idyllique, et je suis pas là pour dire que c'est mieux que les banques actuelles, mais tu avais des gens persuadés et convaincus qu'ils avaient enfin trouvé l'expérience qu'ils cherchaient. Et ils se sont mis à le recommander. Et ils se sont mis à. Et d'ailleurs, il y avait les offres de parrainage et ainsi de suite, comme pour du Uber. Donc c'est pas vrai. Mais Tu c'est peux vrai, recommander, au c'est vrai contraire. pour les 3 quarts des pubs. Une publicité, c'est quand Si même ça n'a pas fait. été fait, c'est qu'honnêtement, qui est satisfait de Publicité, ça c'est quand même fait aujourd'hui pour te vendre quelque chose que tu as envie d'entendre, que tu as envie de voir. Après, il y a des pubs où ça se concrétise et il y a des pubs où ça reste de la pub. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je trouve qu'ils assument beaucoup plus leur côté pubard pour une Ah bah oui. cible sans doute un peu plus large que la première, qui était quand même, alors certes, un peu plus premium sans doute. Brad Pitt, il est sans doute plus porteur de premiumness que peut l'être Tyson. Mais pour autant, moi, je trouve que c'est une espèce de saga qui se construit, qui sont partis du principe que le premier avait excessivement bien marché, que ça avait bien percuté. Et ben, on continue l'histoire avec un mec, mais un peu plus dans l'humour, un peu plus assumé, publicité, Du coup, un peu plus, trouves, voilà. là où je te rejoins, c'est que tu as ce côté positif qui manque un peu souvent la communication. C'est généreux. Ouais, ça a coûté cher, mais peu importe. Il y a quand même un plaisir normalement pour le spectateur de se dire, putain, comme au cinéma, j'ai vu une star. Et petit tips, j'attends que pour le prochain, il aille chercher Vin Diesel. Je pense qu'il y a des choses à Puis faire. à la fin de ta pub, tu vas prendre ton téléphone et tu vas tomber sur une pub Revolut qui te dit pas de frais de service, pas d'abonnement, pas de frais bancaires, carte offerte et machin. Ouais, et au final, après, je crois en un clic, tu te ouais, prends mais une nouvelle Boursorama banque, est pas. et ce sera pas Boursorama. C'est 2 positionnements Là, pour le totalement coup, différents. Non, c'est à peu près le même. Hein. Et honnêtement. Non, non, tu peux pas dire ça. Ah, si. C'est Sur pas la base de la exactement le même sur communication, tu peux pas les Boursorama qui est pas en comparer. train de te vendre un prêt logement. Pas comparer les deux. C'est Il y en pas a la une qui te BNP ou vend. la caisse d'épargne qui est en train de te vendre un moyen de te payer une baraque ou une bagnole, alors qu'en fait Boursorama Banque te dit quoi finalement dans les deux films? C'est t'as ta banque sur ton mobile. Je résume, hein, un peu de manière dégueulasse, mais grosso modo ta carte elle est cool, et puis t'as ta banque sur le mobile. Et il n'y a pas plus. Alors que si tu prends des assureurs, enfin les assureurs banquiers maintenant, plus les banquiers qui font assurance, eux ils te Le parlent banque tout le temps de assureur, problèmes ouais. ultra graves, du genre comment tu payes ta baraque, comment tu payes ton business, comment tu payes ta bagnole. Alors que finalement, Boursorama Banque et les Revolut et les compagnies, tout ce qu'ils te disent, c'est tu veux une CB pour payer ton abonnement Netflix Ouais, et mais machin. il y a un truc qui me dérange dans ce que vous dites, c'est que vous mettez en face aujourd'hui ce que vient de dire ce que dit Boursorama ne convient pas. Je l'entends.
Non, c'est pas Là, ça. on parlait de la création. La création, pour moi, elle répond totalement à ce que Boursorama a envie de dire. Et je trouve que ce que dit Boursorama dans son film avec Tyson, ça correspond bien à l'image que Boursorama veut donner. Qu'après, on soit pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de Oui. dire en se disant, Le ils brief se est respecté, si focalisent, c'est ça la question, oui, le brief est. mais c'est quand même pas rien. Non, mais tu Quand peux même être pas rien. d'accord que le deuxième, tu l'as dit tout de même, continue, comment dire, tire plus la ficelle de l'aspect on va se faire plaisir et jouissif que de l'aspect de Il est moins communication. efficace que le Tu as premier, travaillé on va des dire. insights ou apporter Moi, un je trouve truc. ça. Non, moi, je crois pas qu'il soit moins Tu efficace. travailles ta noto, mais tu Je crois travailles pas qu'il soit moins efficace parce que si le premier est plus efficace, c'est uniquement grâce à Brad Pitt et certainement pas grâce au message qu'il porte. Donc, Ouais, mais je est-ce que suis le pas deuxième convaincu. est-ce que le deuxième est efficace sans le premier? Non. Ok. Ouais. Je sais pas. C'est ça le truc, c'est que si tu le regardes en stand-alone, honnêtement, il est d'une gratuité absolue. Mais Ah ça, bah oui, mais c'est voilà, tout ce ça qu'on lui reste reproche. jouissif. Il est d'une gratuité, le message, il est. Je suis pas Franchement, convaincu il que se Brad Pitt regarde, qui il est parle beau. pas beau gosse, bien habillé, qui se balade dans les rues de New York, limite en noir et Et blanc, ben ce justement, soit plus. en fait, comme il bouge les lèvres, tu te dis, mais putain, mais est-ce que je vais l'entendre? Est-ce qu'il y aura une suite où je vais l'entendre? Est-ce qu'il y a un moment où je l'entends, etc. Je veux dire, il y a presque une frustration, en fait, Ils pouvaient pas faire la le même truc. chose. Ils allaient pas refaire le même coup. Ah bah non. Non, mais ils ça, auraient c'est pu pas du tout. prendre déjà quelqu'un d'un dossier high level, même un Français, un Guillaume Canet ou un ce que tu veux, toi, ils auraient pu prendre un mec tout aussi sur un piédestal, alors que Mike Tyson, c'est le mec, c'est un mec qui est très proche finalement. Il n'est pas, il est sur un piédestal peut-être pour les boxeurs, mais il n'est pas inatteignable. Il est encore accessible. Il est un niveau premium, mais premium beauf quoi. C'est pas luxe, pas inaccessible. Alors que Brad Pitt, c'est comme si t'avais pris George Clooney, tu vois, il fallait prendre Julia Roberts, il fallait. Mais je crois pas que les gens regardent. Je crois pas que les gens regardent Ouais, Tyson dans un 30 secondes Boursorama en se disant ce mec c'est une merde, il se drogue, etc. C'est pas ouais, ça. non, je suis Parce d'accord. que parce connu que pourquoi, Mac parce que Tyson la tonalité, il est pas connu pour son palmarès, la il est connu pour tonalité, l'oreille, il est connu pour. n'importe que ce soit un loser, je sais pas quoi, mais ce que je veux dire c'est que d'abord il a un capital sympathie à cause du film. Il y avait Bad Trip, mais Merde. je crois qu'il Ouais. est Il y avait essentiellement Bad Trip. connu par ça maintenant. Il a ce capital sympathie là, mais au-delà de ça, le ton de la pub fait que ça passe. Si Tyson il avait été là, si d'ailleurs c'était lui qui avait parlé ou si quoi que ce soit, ça aurait sans doute tué le truc. Mais là, c'est une marionnette. Il est juste là Ah non, mais il est pour parfait dans le amuser la film, hein. galerie. Ne te trompe pas, hein. Le film il est beau. Moi je trouve Je veux dire, ça il fait beau. pas de mal au film. C'est ça Très que je veux belle dire. photo. Il fait pas de Non, mal au film. non, il fait pas de mal au film. Si vraiment le brief c'était ça, le brief il est respecté de A à Z. Il y a de très beaux plans. C'est un film qui est très agréable à regarder. Les enfants se sont arrêtés de vivre, ils l'ont regardé, hein. Le 1 minute est arrivé, tout le monde s'est arrêté de vivre pour le regarder ce truc. Donc il marche très bien. C'est juste que je deviendrai jamais client Boursorama Banque après avoir vu ce film. Que le message il passe pas. Et pour moi il n'y a pas de message. C'est ce que dit Franck. Ils se sont fait plaisir. L'agence s'est éclatée. J'imagine que le client aussi s'est éclaté à la voir, à le faire et à le pouvoir le porter. Mais je pense que ils prendront pas plus Moi, de je pense clients qu'il fait pour pas de faire ça. mal. Je pense qu'il fait pas de mal à Boursorama et Non, mais que il fait Non. pas de à bien partir non du plus. Non, moment on est où d'accord. Non, mais il fait pas de bien non On plus. est d'accord. je suis pas sûr. En capital Mais- sympathie, je pense Oui, qu'il mais tu marche. vois, David, Ouais. pour moi, ça reste plus le- c'est plus On est dans un la film cible de de Boursorama recette Banque, non? publicitaire Boursorama, on sait d'où ça vient. de C'est le- travail publicitaire. Ouais, il y a un héritage aussi. Pourquoi ne pas changer le nom? Pourquoi ne pas finalement confier à Buzzman un rebranding de ce truc? Parce que Boursorama, on sait très bien d'où ça vient, vous comme moi. Je veux dire, on est de cette génération qui a connu le vieux Boursorama. On a même connu un de ses cofondateurs, David, qu'on avait croisé, je sais pas, tu te souviens? La réalité de ce truc, c'est que ça colle même pas avec le produit. En fait, ils auraient pu faire l'exact même film, mais pour Revolut, ils auraient peut-être dû le faire pour eux, tu vois. Que Ils auraient Boursorama te consisté- vende quelque chose qu'ils sont pas. Pas dire que c'est le rôle de la pub, mais en tout cas, c'est le rôle de la réclame. Coca-Cola, ça n'a jamais soigné les maux de ventre. Et pourtant, on continue à t'en donner régulièrement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je trouve que, un, brief, deux, le rôle de la pub par rapport à la marque fonctionne. Et Boursorama sort pas déglingué de ce truc-là. T'es pas choqué. Enfin, moi, j'ai pas été choqué par le traitement. Le message de fin, alors, ok, je vous accorde le fait qu'il y a un décalage léger entre ce qu'on voit pendant les 30 secondes ou la minute de film et la conclusion sur la recommandation. Ok, c'est moins évident. Mais franchement, j'ai pas regardé le film à la fin en disant bande d'escrocs, quoi.
même si ça en est. Voilà, ça Mais oui, mais m'a pas choqué. on est là pour avoir un peu de débat. La Bah, moi, question, j'ai dit ça Bandage m'a pas 3 à la choqué. fin, je l'ai dit. Beaucoup dit, plus mais- choqué par des pubs en ce moment qui te vendent des trucs où ça respire. Comment après le Covid, ça ira mieux. Et puis la période du Covid, il y a plein de gens qui se défoncent et on est avec eux, etc. Intermarché, cette pub, elle m'horripile alors que tout le monde l'encense en disant mais qu'est-ce que c'est beau, ça fait du bien, les bons sentiments, machin. Mais fuck it, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr. de l'opportunisme aigu et je trouve ça hyper déplacé. Et pour le coup, quand tu rentres dans un Intermarché, ce que tu viens de voir dans la pub, tu le ressens à aucun moment. Aucun. Mais moi, Là, c'est de la David, pub je suis mensongère. d'accord avec toi, mais je suis aussi. Ça s'adapte à Boursorama parce que le film est beau, l'agence est belle, la création, elle est de qualité. Mais putain, on est en 2021. C'est une banque. C'est une banque. Ce sont les gens qui se seront bien gavés de toutes les crises des 3 dernières années. Et aujourd'hui, on a encore un film qui est, pour moi, hors sujet du prospect. Il est hors sujet de la vie des gens. Et si aujourd'hui le boulot d'une banque c'est de me faire marrer devant la télé, et ben moi en tant que consommateur qui est entrepreneur, hein, qui aujourd'hui a pas d'accès à des prêts, a pas accès aux choses, aux services dont moi j'ai besoin d'une banque, j'en ai un peu rien à foutre qu'elle me fasse marrer. Et Ok, limite, mais les ça, 3 c'est ton- millions dans le film, je les trouve pas insultants mais pas loin, tu vois. Je dis ok, j'ai pas besoin que tu me jettes ton fric à la gueule sur des espaces sur TF1 le dimanche soir pour ensuite me rappeler que t'es une banque, que tu feras rien pour moi, que tu ne me donneras pas la maison ou la bagnole ou le prêt dont j'ai besoin pour ma boîte. Mais Et en personne te le plus de donnera, ça, Thierry. non mais certes, mais après la banque a le droit de me parler de différentes manières. Elle a le droit aussi de me dire qu'elle peut pas. D'accord, mais la banque, Tu- soit elle te dit, type la Poste ou la Caisse d'épargne, nous, on est populaire et donc on va aider même C'est les gens qui n'ont pareil, pas de thunes. c'est pire. Et Oui, c'est un discours, c'est pire, je suis d'accord. clair, précis, machin. Ouais. La deuxième chose, c'est Boursorama. Leur problématique, c'est pas du tout celle-là. Moi, ce que je perçois dans le film, c'est pas qu'ils essayent de te vendre des services, des prêts ou des choses comme ça. Ce qu'ils essayent de faire, c'est que quand tu t'appelles Boursorama, que tu as été obligé de mettre banque derrière, que ton historique, c'est que les gens qui te connaissent te perçoivent comme un truc de boursicoteur, etc. Ils essaient de construire une image de banque, une image sympathique, de proximité, Ouais, limite populaire, ce qui sont pas. Proximité, ouais. ouais, tu sais, Qui te vendent, c'est ce qu'ils te vendent. pour relier vos deux points de vue, et moi j'ai cette dualité aussi, c'est que pour moi, c'est ce film, enfin, je vais l'aimer dans le sens où pour moi, c'est une réminiscence de la publicité des années 80, Ouais, c'est où un c'était joli un peu show. flamboyant, quand même, tu prenais un plaisir à regarder la pub parce que tu voyais, c'est le côté cinéma, vous voyez des choses qui sont pas dans le truc. Et donc là, je te rejoins, Exactement. on souffre par ailleurs de beaucoup trop de médiocrité ou de choses ultra chiantes parce que ultra sur le service. Totalement Mais, d'accord. C'est un de très l'autre beau côté- film, bien sûr. Donc, mais est-ce que, de l'autre côté, mais tu vois, on pourra continuer dans la prochaine émission, mais est-ce que c'est pas aussi une forme de chant du cygne parce que tellement éloigné de l'autre côté de ce que sont les usages de communication actuels, si on parle de vraiment recommander, faire un choix ou de transformation d'expérience, hein, on parle beaucoup d'expérience, voilà, donc tu vas pas avoir Mike Tyson dans ton application Boursorama. Même si je crois quand même d'une manière générale, ses clients sont plutôt contents. Donc, Mais tu sais quoi, donc, c'est ce au qu'il moins devrait c'est pas faire. trop vendu, mais C'est ce qu'il devrait faire, qu'il fasse une application Mike Tyson, banque Mike Tyson. Et moi, si j'ai 19 ans ou 17 ans et que je vais ouvrir un compte, eh ben, j'ai envie d'avoir la banque Mike Tyson parce qu'à la limite, si tu me vends pas le miracle du service, mais putain, vends-moi du show, quoi. Vends-moi ouais, du mais show. est-ce Et que Buzzman, c'est cette du pub digital, s'adresse tu à vois. Que Buzzman aille forcer Boursorama Bank en leur disant, mais les gars, montez Mike Tyson Bank, une vraie banque, genre Revolut, tu fais N26, mais Mike Tyson Bank, totalement délirium, mode Mr. T, tu vois, bling bling à mort. Dès que tu payes avec, t'as une animation à la con avec Mike Tyson. Ouais, t'as encore claqué des thunes. J'en sais rien. Mais au moins, va au bout du truc. Mais je crois qu'il y a un ou- truc, ou- il y a ou un fais truc quand juste même un film important. pour divertir les gens, tu vois. oui, mais c'est pas leur Parle, cible. parle Ah de non, pub, bah, c'est que tu oui, choisis ça va pas, l'être. tu choisis pas Buzzman comme agence si tu veux faire un film comme tu viens de le décrire. Je crois que et C'est Boursorama vrai. dans leur façon d'être et dans leurs revendications, dans leur positionnement, le fait de choisir une agence comme Buzzman, qui est quand même pas la plus discrète et la plus humaine du marché, tout le monde le sait, il y a un choix qui est fait et Buzzman fait du Buzzman. Ce film-là, ils ont même pas besoin de le signer. Je veux dire, globalement, tu regardes le truc, tu dis, Bien tiens, sûr, tu soit du sais. Buzzman, ça m'étonnerait pas. Ouais. Que c'est cohérent, je veux dire, Ouais. et Ah c'est oui. cohérent et par rapport à ce que veut dire Boursorama, qui est
On est une banque super sympa, drôle, encore une fois proche, accessible, etc. C'est ce que dit le film. Et Buzzman, ils ont fait du Buzzman, ils sont allés se payer un Mike Tyson. Il y a de l'image, il y a une photo qui est super réussie, etc. Pour peu, j'ai même pas lu le communiqué de presse, j'imagine que ça doit partir dans tous les sens. Et voilà, et Buzzman a fait du Buzzman et Boursorama a acheté Buzzman. Eh bien, très bien. Écoutez, on va bientôt s'arrêter, on est presque sur l'heure. En tout cas, on est tous d'accord pour se Oh, dire que c'est un beau film. C'était un beau film, mais on l'aime ou on l'aime pas pour différentes raisons. Moi, j'aimerais, avant qu'on finisse, j'aimerais poser une question à Franck. Franck, Qu'est-ce que... qu'est-ce que tu as pensé de cette petite heure et demie passée en notre compagnie? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu vas revenir? Est-ce que tu as encore Et envie de pourquoi tu me revenir? demandes ça à moi? Est-ce que... Faut peut-être Parce que demander c'est au... toi le nouveau, parce que Bah, t'es le rookie, non, tu vois. C'est... on est bien. Est-ce On est bien là est-ce ou qu'on est pas? intéressé? petit Ouais, du poil. est-ce qu'on n'a pas été trop boomer? Est-ce qu'on a intéressé les gens? C'est ça que j'ai J'espère, envie de merde, qu'on savoir. assume notre image. Et après, on voit bien qu'on n'a pas fini d'en débattre et d'avoir plein d'autres sujets pour en parler. Tellement. Donc j'ai envie de dire à la prochaine. Merci beaucoup, Franck. Merci encore, David. On se retrouve Plaisir. la semaine prochaine. On est à l'heure, vous avez vu, on n'a pas commencé à l'heure, mais on va finir à l'heure. Ça, c'est beau. On se retrouve jeudi prochain, 11h, sur la chaîne Twitch. Si vous écoutez également ceci dans votre podcast, tout est normal. Et on se retrouve très prochainement pour des sujets que vous découvrirez. On annoncera le programme également. Merci, Franck, encore. Merci, David. Et merci aux Avec plaisir, à modérateurs très vite. qui ont fait un job efficace comme d'habitude. Merci, modérateur, on vous aime. À la semaine Ciao, prochaine. ciao. Bye. Salut. Attendez, il faut que je Ciao. bouge le bras pour appuyer sur le bouton. Tout ça est très compliqué. Voilà. Je vous embrasse. À très vite. Et puis voilà.